Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Patrice Maccabé qui vient de nous faire découvrir la ressource Alpabem. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet « Êtes-vous chat ou chien ?» Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle nous apporte pour sa part les ruptures amoureuses, un sujet qui va certainement nous intéresser. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Bienvenue chez nous. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité, Patrice Maccabé. Bonjour, Patrice. Bonjour, Yvan. Bonjour et bienvenue à Folie douce. Tu nous as déjà rendu visite il y a plus de 10 ans, en fait, à l'émission. Alors, on a beaucoup de choses à se raconter. Oui, exactement. C'est toujours pour la même ressource. C'est Alpabem, une ressource dont tu es le directeur général depuis ce temps-là, finalement, depuis longtemps. Comment tu peux définir Alpabem? Rapidement, c'est un organisme qui offre des services à l'entourage des personnes atteintes de maladies mentales. Donc, notre particularité, là, si on se distingue dans notre région par rapport à toutes les offres de services, c'est que nous, on se concentre sur les besoins des parents, des conjoints, des enfants, des amis qui ont un proche atteint de maladie mentale ou pas obligé d'avoir un diagnostic, mais qui souffrent d'un problème de santé mentale là, qui ressemble à la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie. Vous êtes situé à Laval aussi, hein? Exact, on est situé à Laval. Évidemment, avec le développement de l'organisme, on a un rayonnement plus important, mais notre mission est principalement à Laval. Est-ce que les lettres veulent dire quelque chose, Alpabem? Oui, écoute, moi, quand je suis arrivé en 2006, les acronymes, les organismes communautaires, on avait toutes des définitions comme ça. Mais oui, c'est l'Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental. Oui, c'est ça. Puis effectivement, on veut des fois spécifier les affaires, puis ça devient long, c'est moins facile à retenir, donc on fait un acronyme puis on est capable de savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des services et activités? Est-ce que d'abord ça a évolué? Je me dis que ça a beaucoup évolué depuis que tu es là, mais comment on peut définir les activités? Effectivement, quand je suis passé la dernière fois, il y a plus de 10 ans, l'organisme se résumait principalement à un groupe d'entraide pour les parents qui se questionnent sur la problématique de santé mentale de leur enfant. On effectuait des rencontres en face à face, mais c'était très... c'était pas il n'y avait pas beaucoup de gens qu'on rencontrait. Là. Aujourd'hui, les rencontres individuelles avec les parents, les conjoints, on fait presque 1300 rencontres par année, là, des rencontres de 50 minutes. Le groupe d'entraide est encore là parce que c'est comme ça qu'on a été créé, le groupe d'entraide du lundi qui a lieu toutes les semaines. Ouais. Mais ce qui a amené notre crédibilité, notre réputation là, depuis les dernières années, c'est beaucoup les programmes de formation, les programmes psychoéducatifs, donc c'est un peu comme un cours universitaire où on a un groupe de 10 personnes qui vont être présents pendant 10-18 semaines puis qui vont apprendre quoi faire quand ils vont se retrouver face à une situation de crise ou des problématiques de santé mentale. Donc, il y avait un besoin de formation, finalement, qui n'était pas... il y avait vraiment un besoin dans la société, dans votre collectivité, en fait. Effectivement, moi, quand je suis arrivé à l'époque, là, les gens, on était beaucoup dans l'entraide puis le répit, là, prendre un peu une bouffée d'air. Mais on s'est rendu compte que finalement, les besoins de répit, on pouvait pallier à ça en donnant des outils aux gens. Donc, en leur donnant des outils, ils sont moins épuisés, ils ont moins besoin de répit. Ouais. Ils se sentent un peu ils ont de l'empowerment face aux situations. Ouais. Puis les situations de crise, ils se génèrent moins souvent. Donc, ils se sentent vraiment utiles pour faire face à ça. Probablement que vous avez fait aussi peut-être un genre d'examen de conscience, de dire est-ce qu'on fait les bonnes affaires? Est-ce qu'on veut toujours faire le mieux possible et évoluer dans la meilleure direction? Puis, comme tu dis, les répits, c'est un peu à la mode. Là, c'est un peu on entendait ça dans à peu près dans toutes les ressources, là, de dire on veut donner un répit aux gens, mais encore après, on fait quoi? Il faut qu'on avance plus loin, il ne faut pas stagner au niveau de la santé mentale. Là. Effectivement, puis la population en général aussi, elle a beaucoup évolué. Les problématiques de santé mentale sont beaucoup moins tabous qu'à l'époque, en 2006, quand je suis arrivé. Les gens sont plus informés. Donc, à partir du moment où tu as l'information, tu demandes de l'aide plus rapidement, là, c'est qu'est-ce que je peux faire? Ils ont toujours besoin de pouvoir en parler avec un intervenant individuel, pouvoir ventiler, dégonfler leur ballon, comme on dit, d'avoir un lieu confidentiel pour pouvoir parler de leur souffrance. Mais assez rapidement, ils veulent se mettre en action puis ils veulent savoir quoi faire. As-tu déjà senti qu'il y avait à l'entour de votre ressource
sais, le fameux syndrome pas dans ma cour, c'est-à-dire que tout le monde est pour la vertu, puis tout le monde veut que les gens qui ont des problèmes de santé mentale aient des services, mais souvent, ils sont moins à l'aise d'avoir un organisme là, près de chez eux. Je ne sais pas, vous êtes où exactement là-bas? Est-ce que vous êtes sur une rue importante? Ben, nous, dans la mission, il y a aussi la vision de sensibiliser la population, de participer à la déstigmatisation. Ouais. Donc, ça a toujours été important d'être très visible dans la communauté. Donc, nous, on est propriétaires depuis 2 ans. Puis, dans la vision de l'acquisition, on voulait vraiment être vu sur les rues passantes. Là. Fait qu'on est sur le boulevard de Laurentides, là, collé sur les rues. C'est affiché Alpabem en gros, c'est marqué famille et santé mentale. Ouais. Donc, depuis presque 10 ans, là, on est vraiment finalement au coin de la rue des gens. Puis, juste par cette circulation-là, on est très visible. Puis, toutes nos actions aussi, on aborde le sujet avec franchise. Puis, on parle de famille, santé mentale, on parle de maladie mentale. Puis, le message passe bien. Et comme tu dis, c'est moins tabou. Tu sais, je pense que la société a évolué, puis les milieux, en général, même les milieux d'affaires, j'imagine que vous devez sûrement avoir une espèce de connexion, ou en tout cas certaines entrées, ou en tout cas certaines communications avec les gens de toutes origines. Là. Ben, effectivement, dans ce qui s'est développé depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, maintenant, on fait des conférences à tous les mois, diffusées sur le web, accessibles au grand public. On va dans les entreprises donner de la formation. On a une activité de financement, le vernissage, qui est une des missions, c'est de sensibiliser le milieu des affaires. Fait qu'on connecte le milieu des affaires avec le milieu artistique au profit de la santé mentale. Ouais. On est extrêmement visible là, via notre site Internet, les conférences qu'on donne, les articles qu'on écrit, puis les publications qu'il y a dans les différents journaux locaux régionaux. C'est probablement la clé maintenant de nos jours de pouvoir justement s'ouvrir et de ne pas être dans un ghetto, parce que ça a été longtemps le cas, les ressources en santé mentale, on a l'impression que c'était comme une gang à part, puis alors qu'on sent bien, là, d'après tes propos, que vous êtes dans le milieu, puis vous êtes là pour rester, puis je veux dire, vous démystifier auprès de la population puis des gens d'affaires, c'est bien aussi. Effectivement, puis nous, le défi, c'était vraiment que les gens fassent appel à notre aide le plus rapidement possible lorsqu'ils sont confrontés à la maladie mentale. Ouais. Quand je suis arrivé en 2006, là, c'était pas rare qu'il y avait des familles qui ça faisait 5 ans, 10 ans, qui avaient le dépliant dans leur sacoche pour les dames, tout ça. Aujourd'hui, souvent, on va voir une famille qui accompagne leurs proches à l'hôpital, puis pratiquement le lendemain, 2 jours après, il est dans nos bureaux. Fait que c'est sûr que toute l'accumulation de la détresse d'accompagner quelqu'un de malade est beaucoup moins importante qu'à l'époque. Puis ça nous permet d'intervenir plus rapidement. Puis on voit dans nos statistiques que maintenant la clientèle est beaucoup plus jeune. On rejoint maintenant des gens de 50 ans, 45 ans. Avant, c'était beaucoup de 60-70 ans. Mm-hmm. Puis on rejoint plus de couples. Ça, c'est un signal qu'on intervient plus rapidement dans la famille. Parce qu'à l'époque, quand ça fait 10 ans que tu es avec un conjoint, une conjointe qui a un problème de santé mentale, quand tu ne te sens pas épaulé, peut-être une des solutions, c'est de se séparer. Donc aujourd'hui, on est beaucoup présent avec les couples, puis on aide entre autres les enfants aussi, qui est un gros volet qu'on a développé au cours des dernières années. Ça, c'est intéressant aussi. On parle donc avec Patrice Maccabé, directeur général de l'Alpabem. Patrice, vous avez mis en place un beau projet, c'est une nouvelle ligne téléphonique qui s'appelle Léo. J'aimerais ça que tu m'en parles, parce que c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose qui est très dynamique, je pense. Oui, puis nous, c'est un beau cadeau, en fait, parce que dans le cadre de la crise de la COVID, nous, comme organisation, on voulait pouvoir être utile à la communauté. Puis notre expertise, nous, en fait, c'est quoi? C'est on aide des gens qui aident des gens. Donc, quand le CSMO nous a approchés pour mettre en place cette initiative-là, on était très contents parce que à quoi ça consiste, la ligne Léo? C'est un programme d'aide aux employés pour les travailleurs, les travailleuses du milieu communautaire. Là, on parle de 320 000 employés au Québec qui travaillent dans le secteur communautaire, des coops, des entreprises d'économie sociale. Puis, en fait, c'est de leur offrir du soutien. C'est pas une ligne d'écoute, hein, c'est vraiment des rencontres en face à face. C'est sûr qu'on le fait en virtuel parce que c'est pour tout le Québec. Puis, c'est ça, c'est gratuit. Puis, dans le fond, nous, comme je le disais, notre force, c'est d'aider du monde qui aide du monde. Donc, les travailleurs du milieu communautaire ou les bénévoles du milieu communautaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent disponibles pour aider leur communauté. Puis, ça se peut qu'eux autres aussi, là, maintenant, sont à bout de souffle. Puis, ils peuvent faire appel maintenant à la ligne Léo. Et Léo, on retient bien, l'acronyme veut dire quelque chose aussi, ligne d'écoute. Ligne d'écoute pour les organisations. Donc, c'est le 1855 pour Léo. Donc, le 1855-768-75-36.
Puis c'est vraiment pour les travailleurs, les bénévoles. Il y a aussi les ex-employés et les gestionnaires aussi qui peuvent avoir besoin de soutien, qui peuvent vivre la détresse. Là. Nous, on évalue les problématiques pour lesquelles les gens nous appellent. Fait que c'est super intéressant. Et ça, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des thèmes plus réguliers? Mais là, ce qu'on se rend compte là, depuis la mise en place, c'est qu'il y a quand même 1 personne sur 5 qui est un gestionnaire d'un organisme à but non lucratif. Fait que ça, c'était une hypothèse qu'on avait, que les gestionnaires se sentent isolés et qui ont besoin de soutien. Mais ce qui ressort principalement, c'est les problèmes personnels d'ordre santé mentale, l'anxiété, la charge mentale. Donc, tout tout le phénomène qui a été créé aussi, accentué par la COVID. Mais les travailleurs les travailleurs du communautaire, ils ont aussi une grande charge mentale professionnelle, mais ils ont aussi leur charge mentale personnelle. Donc, la santé mentale, c'est 60% des cas des gens qui appellent en ce moment la ligne Léo. Puis l'autre phénomène, c'est l'environnement de travail qui est peut-être toxique ou des conflits dans les relations de travail. Là. C'est les 2 phénomènes qu'on a pu observer pour l'instant. Et on sait que les organisations communautaires, c'est toujours la même histoire. Il y en a qui ont un certain financement plus confortable, il y en a d'autres, c'est moins le cas. Puis effectivement, il y a toujours un stress en plus du milieu qui est de la relation humaine. C'est jamais... c'est très prenant, là, mais ça vient rajouter... beaucoup plus de stress chez les gestionnaires. Ça doit se sentir ça doit s'écouter dans les appels aussi. Exactement, puis c'est ça la beauté du programme Léo, c'est que c'est beaucoup d'organisations qui n'ont peut-être pas toutes les ressources pour offrir des conditions de travail à leurs employés ou à leurs bénévoles. Bien là, ils ont accès à un programme d'aide des employés gratuitement. Donc, ils peuvent référer leurs employés vers cette ligne-là. Pour le moment, on parle d'un service de 3 rencontres parce qu'on veut essayer de rendre ça le plus accessible. Mais peut-être que dans le futur, ça va devenir un service périn puis on va pouvoir offrir des conditions ou d'un nombre de rencontres un peu plus de façon plus importante. Oui, tu es donc directeur général de l'Alpabem. Comment tu vois l'avenir? Parce que tu as fait un bon bout de chemin puis il y a quelque chose de motivant dans le domaine de la santé mentale, puis on sent qu'il y a de plus en plus d'initiatives puis des choses qui vont aider les gens. Donc, on évolue tous ensemble. Mais comment tu vois le futur de l'Alpabem? Nous, le futur, je pense qu'il va être mix entre, je pense, le réel et le virtuel. Je pense que ça, c'est un des constats qu'on voit, là, que les gens sont prêts à aller vers ces plateformes-là. Puis nous, le défi, puis on le voit, la transformation du réseau, c'est vraiment de rejoindre les jeunes. Là, on parle des 13, 14 ans à 17 ans et leurs familles. Parce qu'on a beaucoup travaillé pour rejoindre les parents d'adultes, là, des 18-25 ans, parce que souvent, à l'époque, la maladie mentale se diagnostiquait plus vers l'âge adulte. Maintenant, on détecte des signaux de détresse assez tôt. On voit l'anxiété de façon catastrophique augmenter chez les jeunes du secondaire. Donc, pour nous, ça va être vraiment important d'être présent pour soutenir ces jeunes-là, mais aussi, évidemment, leur famille. Effectivement, il n'y a pas tant de services, ou en tout cas, il n'y a pas tant d'organismes qui sont capables peut-être de rejoindre les plus jeunes. Effectivement, c'est un défi, mais c'est un beau défi aussi. C'est de couvrir le plus large possible en termes d'âge pour les gens qui ont des problèmes. Mais il nous reste quelques instants. Patrice, pourrais-tu nous mentionner les infos, soit le site web ou si vous êtes, j'imagine, présent aussi sur les réseaux sociaux, les gens qui veulent en savoir plus sur votre ressource? Donc, le site de l'Alpabem, c'est alpabem.qc.ca. On a une page Facebook aussi, Alpabem. On a un compte Twitter. Donc, c'est assez facile à trouver. On est aussi fiduciaire d'un projet qui s'appelle Mon ado secondaire qui vise la transition scolaire. Donc, si les gens tapent Mon ado secondaire, as-tu mon numéro? Tous ces mots-clés-là, les gens vont nous trouver. Ou si vous tapez tout simplement sur Google, avoir un conjoint atteint de maladie mentale, quoi faire? Des questions comme ça, vous allez souvent tomber sur des articles de l'organisme. C'est pratico-pratique qui rejoint les gens. Merci beaucoup, Patrice. Merci de l'invitation. Merci. Puis j'espère qu'on va refaire ça avant 10 ans. J'espère aussi. C'est intéressant de voir aussi la suite, des fois, de l'évolution d'un organisme. C'est vraiment bien. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous poses une certaine question. En tout cas, ça me chicote. Êtes-vous chat ou chien? Oui, on a souvent parlé des animaux à l'émission. On a parlé de zoothérapie. Le fait d'avoir des animaux de compagnie, c'était bon pour le moral, etc. Vrai. Et souvent, on se fait poser la question, est-ce que tu préfères les chats ou les chiens? Ouais. Et là, j'ai trouvé un article sur Internet qui s'appelle « C'est prouver les gens qui préfèrent les chats
sont plus intelligents que ceux qui préfèrent les chiens. C'est vrai, c'est rare qu'on aime les deux. On aime un ou l'autre souvent. Hein, ouais. Moi, je préfère nettement les chiens. Ouais, moi aussi. Fait qu'on n'est pas intelligent. Ouais, mais c'est ça m'insulte un peu. Ça veut dire. C'est un article que j'ai trouvé sur le site internet femmesdaujourd'hui.be. Fait que tu vois, c'est une femme qui a écrit ça. Par contre, une de nos collaboratrices, Ève, tu sais sûrement, elle aime beaucoup les chats. Je sais pas si elle aime les chiens, mais en tout cas, elle parle beaucoup de chats dans ses publications. En tout cas, c'est une dame qui a écrit cet article. Ouais. Elle s'appelle Lisa de Wild. Ouais. De Wild. C'est une auteure et elle a été impliquée en télé-éducative au Canada anglais pendant de nombreuses années. Ouais. Alors, elle commence à nous dire qu'il existe 2 types de personnes sur Terre. Celles qui aiment les chats et celles qui préfèrent les chiens. Selon une étude menée par les chercheurs de l'université Carroll du Wisconsin, les amateurs de chats sont plus intelligents, plus sensibles et plus ouverts d'esprit que les propriétaires de chiens. Ouais. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs américains ont étudié les traits de personnalité de 600 étudiants et les ont fait coïncider avec leurs préférences en termes d'animaux. Il semblerait que les amateurs de chats et de chiens aient des personnalités bien distinctes. Selon les chercheurs, les amateurs de chiens sont généralement plus extravertis, plus vifs et plus dynamiques que les propriétaires de chats. Ces derniers seraient quant à eux plus casaniers et plus introvertis, mais aussi plus ouverts d'esprit et plus sensibles. Toi, tu m'as dit tantôt que tu aimais mieux les chiens, moi aussi. Oui, c'est ça. On dirait que les on gars... est 2 chiens, finalement. On est 2 amateurs de chiens. Ouais. Par ailleurs, les propriétaires de chiens auraient tendance à suivre les règles au pied de la lettre, tandis que les cat lovers seraient non conformistes et opportunistes. Ben ça, c'est vrai, parce que combien de fois les gens qui ont des chats laissent aller leurs chats un peu en liberté chez le voisinage? Fait que, tu sais, à quelque part, il faut peut-être un peu des... Alors que souvent, les amateurs de chiens vont comme les garder en laisse, vont avoir plus de... Mais par contre, les chats, tu pourrais pas amener ça en laisse. Non, mais... T'es comme obligé, t'as pas le choix. Ce que je veux dire, ça donne un peu un côté, tu sais, vagabond. Bohème, là, puis c'est ça. Peut-être. Mais la découverte la plus surprenante de l'étude dont je parlais tantôt, c'est que les amateurs de chats ont généralement obtenu un meilleur score au test de quotient intellectuel. Mais qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ces étonnants résultats? Selon la directrice de l'étude, Mme Denise Gastello, ce constat pourrait être expliqué par les exigences de chaque animal. Elle nous dit qu'il est logique qu'une personne avec un chien soit plus dynamique parce qu'elle va sortir avec lui, aller se promener, parler aux gens, explique la chercheuse. Alors que si vous êtes plus introverti et sensible, peut-être que vous aurez plus facilement tendance à rester à la maison en lisant un livre. Et votre chat n'a pas besoin de vous pour aller se promener dehors. Ouais. Quoi qu'il en soit, inutile de vous disputer, avoir un animal de compagnie rend heureux et c'est tout ce qui compte. Oui, c'est sûr que ça apporte beaucoup de calme, hein, ça a été prouvé. Mais je suis en train de me demander, tu sais, ceux qui ont des petites tortues, là, il semble que ça fait pas grand-chose. Mais c'est moins d'entretien, d'une certaine façon, parce que c'est quand même quelque chose d'aller avoir à sortir un chien. Oui, c'est ça. Ceux qui ont des aquariums, ben, au moins c'est beau, les poissons. Il y a les oiseaux aussi, les oiseaux peuvent être intéressants. C'est vrai. Dans un autre article que j'ai trouvé sur le site santéplusmag.com, un article qui s'appelle « Vous préférez les chiens ou les chats? Votre réponse définit votre personnalité ». Selon une étude menée par M. Sam Gosling, psychologue à l'Université du Texas, il a vu la participation de 4565 personnes. Et après l'analyse des données, il a été conclu que 12% d'entre eux avaient une préférence pour les chats, tandis que 46% étaient plus adonnés aux chiens. En plus de cela, 15% des participants ont déclaré n'aimer ni les chiens ni les chats, alors que 28% exprimaient leur amour pour les 2 animaux. D'après les analyses de données de l'étude, les personnes qui possèdent les chiens comme animaux de compagnie sont 11% plus conscients et 15% plus ouverts au monde extérieur. Le psychologue nous dit « Les propriétaires de chiens sont perçus comme de bons vivants, de nature plus amicale et responsable que ceux des chats. Refusant les plans spontanés, ils ont tendance à être plus confortables avec les plans établis à l'avance et aiment les films d'action, ainsi que les activités qui demandent des demandes d'énergie, comme la course, par exemple. » Ouais.
On parle de danse aussi. Il y a plus de danseurs. Oui, il y a plus de danseurs, plus de... Chez les amateurs de chiens. Les personnes ayant déclaré préférer les chats sont plus enclines à être solitaires, contrairement aux propriétaires de chiens. Cependant, leur créativité sans précédent peut les pousser à exercer dans les domaines artistiques, même si elles sont connues pour leur introversion et leur vulnérabilité face à l'anxiété. Ainsi, elles sont exigeantes, mais capables d'apprécier le jardinage, les comédies musicales, les livres et les reportages. Oui, ben non, ça définit quand même assez bien. Puis on va comme d'habitude, on va poursuivre plus tard à l'expression allongée. Donc, êtes-vous chat ou chien? À date, ce que tu dis, ça me rejoint plus. Ouais. Effectivement, je suis plus chien, moi aussi, amateur de chien. Donc, on poursuit ça plus tard à l'émission, donc à l'expression allongée. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin nous propose son sujet sur les ruptures amoureuses. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « Êtes-vous chat ou chien ?» Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs. Je suis en compagnie maintenant de notre chroniqueuse Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Bonjour. Alors aujourd'hui, ta chronique, c'est, attention, tenez-vous bien, rupture amoureuse 101. On prend des notes. Tout à fait. Eh bien, combien de fois n'avez-vous pas entendu Anne perdue, 10 de... De retrouver, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Mais bon, c'est certain... C'est surtout pour encourager, peut-être, qu'on disait ça. Mais bon, entendre ce genre de choses, ça n'aide pas toujours, d'accord? Ouais. On s'entend, on parle tous ici de rupture amoureuse. Le lendemain d'une rupture, il y a la douleur qui s'installe. Comment faire? Comment s'aider? Soi-même. Et c'est un gros sujet que tu amènes parce que, veut pas, ça crée énormément de problèmes de santé mentale. Je pense les ruptures amoureuses. Je pense que c'est un des grands stress ou une des grandes épreuves que les gens vivent, souvent au niveau des émotions, donc qui va les affecter. Là. Voilà, c'est sûr. Évidemment, ça va dépendre du type de la rupture et aussi du type de relation que les personnes avaient. Bon, le type de relation de sérieux à moins sérieux, évidemment, on voit la gradation de la douleur, mais le type de rupture, d'abord le plus rare, on va prendre le plus rare, c'est évidemment la rupture où chacun a dit « Ok, je m'en vais de mon côté, c'est parfait et on est d'accord. » Bon. Plutôt rare. C'est extrêmement rare. Je crois que ça arrive, mais bon, c'est quand même relativement rare quand on parle autour de nous. Ensuite, il y a évidemment quand on quitte quelqu'un. On quitte quelqu'un, c'est déchirant pour nous-mêmes, mais il y a un soulagement. Alors, le plus difficile à surmonter, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on quitte quelqu'un, ça peut être aussi douloureux. Hein. Mais donc, ce qui est le plus connu, c'est évidemment être quitté. Là, il y a une douleur qui est subite. Elle est inattendue. La personne est en état de choc. Donc, c'est sûr qu'on va plus parler de ça aujourd'hui, ou comment faire avec... cette douleur, comment la gérer, cette douleur. L'essentiel pour apprendre à mieux la vivre, c'est de comprendre qu'il s'agit ici d'un processus de deuil. Et en fait, c'est le processus de deuil de la relation même. Donc, à partir du moment où on est conscient qu'il s'agit de passer par différentes étapes et qu'on peut peut-être un petit peu identifier où on en est, ça peut aider à avancer dans le processus. Ouais. Alors, le processus, il comporte plusieurs étapes. Il y a l'étape où on est sous le choc. Hein. C'est sûr qu'on n'en revient pas, on tourne en rond. Idéalement, il faut parler aux amis ou à la famille. Ensuite vient la dénégation, on n'arrive pas à y croire. Mais non, peut-être que la personne va changer d'avis. On s'est peut-être trompé, on s'est mal compris, etc. On attend le coup de téléphone, la sonnette, etc. Donc, il y a vraiment une dénégation. Ensuite, il y a une acceptation, une reconnaissance de notre douleur et aussi une reconnaissance de ce qu'a pu être la relation. Il y avait quelque chose de bien, mais il y avait des choses qui n'allaient pas certainement. Donc, après le choc, peut-être qu'on se dit, effectivement, peut-être qu'il y avait des choses, ça nous laisse le temps de réfléchir à ça, puis c'est peut-être là qu'on passe normalement par cette étape aussi, et ensuite, on a l'étape de l'adaptation. L'adaptation, ça veut dire qu'on se dit,
OK, on a eu cette relation, mais bon, c'est dans le temps, on va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir fermer et faire une cicatrice relativement belle, passer peut-être à autre chose. Il y a un risque à ce moment-là aussi de se dire « Ah ben je ne veux plus avoir mal » et d'avoir une série de relations sans lendemain ou de carrément ne plus avoir de relation. Donc de faire un choix de ne plus s'investir dans une relation et de ne plus être aimé de manière véritable, du coup. Sauf qu'il est peut-être un peu normal que les gens, des fois, prennent du temps parce que... Ah oui. Tu sais, si quelqu'un vit une relation relativement longue avec quelqu'un, on se remet pas sur ses pieds du jour au lendemain, dans le sens que peut-être la personne a besoin de se refaire je sais pas, de mieux se reconnaître, peut-être. Tout à fait. Hein, c'est ça? La personne a besoin aussi de rebâtir des points de repère. Parce que quand on a une vie avec quelqu'un, tous les points de repère, même les amis, quelquefois sont devenus des amis communs. Ouais. Quand on va dans un restaurant, on dit « Oh, ben, je ne veux plus aller là parce que j'y étais, etc. » Donc, il y a plein de choses qui sont à reconstruire. Ce qui est important lors d'une rupture, et ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est que il faut jamais hésiter à pleurer autant qu'on a envie de pleurer. Alors là, allons-y, pleurons encore et encore. Ouais. Il ne faut jamais se dire « Oh, mais non, j'ai déjà pleuré toute la journée, j'ai les yeux gonflés, j'arrête. » Non, bon, si on a besoin de pleurer, on pleure. On ne se retient pas. Mais il y a une limite quand même. Si la personne pleure sans arrêt, c'est que peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un début de dépression ou quelque chose. Alors, il y a toujours des troubles d'anxiété, de dépression qui sont reliés, une rupture amoureuse mal vécue. On va voir ça juste un peu plus tard, comment faire à ce moment-là, justement, et comment l'identifier. Mais c'est normal, comme tu le dis, dans le fond, c'est normal d'avoir des émotions et comme un peu de ne pas les filtrer, de les laisser de les sortir. Laisser, d'en parler aux amis, de les écrire sur du papier, de les chanter pour ceux qui ont du talent. Ouais. Il faut formuler les choses et ensuite, il faut aussi arriver peut-être à faire son bilan pour compte de la relation et peut-être aussi aller identifier le profil idéal amoureux de la personne qu'on va peut-être chercher un jour, ou de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, pour progresser un petit peu dans le fond. Dirais-tu aussi peut-être que les jeunes ont plus de difficultés à gérer parce que c'est sûr qu'avec l'expérience, avec la vie, peut-être les gens ont plus confiance en eux puis ils savent plus qui ils sont puis ils se disent ben c'est pas vrai que je vais baser ma vie sur une relation. Je vaux quelque chose moi personnellement aussi. Je sais pas, je crois que c'est vraiment très individuel. C'est vrai que quand on est à l'âge adulte, on a de l'expérience et du coup on sait un peu mieux peut-être comment le gérer. Mais je crois que c'est toujours difficile une rupture amoureuse qui est douloureuse, parce qu'il y en a qui sont plus faciles, on a vu qu'il y avait différents degrés, c'est toujours douloureux. Que ce soit à 14 ans ou à 49, je ne sais pas, je pense que c'est sûr que c'est douloureux. Et il y a probablement un des deux qui est toujours plus en douleur que l'autre, parce que comme tu dis, c'est assez rare que les deux décident d'un commun accord, de main dans la main, let's go, on y va. Hein? C'est ça, et même quand on doit aussi faire le deuil d'une relation quand on quitte une personne qu'on aimait. Parce qu'il y a des choses qu'on laisse derrière nous, c'est certain. Donc, ce à quoi il faut faire attention dont tu parlais, c'est en effet, à un moment, ça peut déraper. Alors, est-ce que, dans le fond, pour gérer nos douleurs, on s'est mis à boire un peu trop? Est-ce qu'on s'est mis à trop manger? Est-ce qu'on s'est mis à trop dormir ou pas assez dormir? Peut-être faire attention à tous des signes de la sorte qui sont évidemment à prendre au sérieux. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut aller consulter, en parler autour de soi, voir un petit peu ce qui peut être fait, mais il ne faut pas laisser traîner. Ceci dit, toutes ces étapes pour faire un deuil de relation, d'une personne à l'autre, ça va être différent. Donc, si nous, on a besoin de plus de temps, et que notre meilleur ami a dit, ben non, moi, tu sais, en bout de 3 mois ou 2 mois, c'était reparti, c'est pas grave. Chacun est différent, chacun gère sa douleur différemment, et c'est ça, il faut se donner le temps, se laisser vivre et se laisser se reconstruire. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans une autre manière de gérer la douleur qui ne serait pas habituelle, c'est-à-dire que soit par les drogues ou l'alcool. Et qui serait très dommageable à long terme. Là, qui serait dommageable et qui empêcherait évidemment par la suite de peut-être reprendre une relation avec un être qui vous aimerait véritablement. Quelles sont les bonnes choses à faire, ou en tout cas les choses peut-être qu'on essaierait de viser justement pour s'aider dans une rupture comme ça?
Alors, il est évident que souvent sont mis en avant les amis, la famille, mais ils sont pas toujours, ils font de leur mieux. Mais des fois, on a envie, on n'a pas envie de les voir, il faut leur dire. C'est pas le moment non plus quand on est juste dans le choc, la dénégation ou l'adaptation de commencer à changer toute notre vie non plus, déménager, faire des tas de choses un peu très significatives. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Ouais. Et alors, dans la période d'adaptation, de renouvellement, tout à la fin, on peut se dire, oh ben oui, pourquoi pas, je déménagerai si ça me fait du bien. Et j'en discute aussi. Je vois si c'est pas quelque chose qui paraît trop fou ou si c'est pas une fuite non plus. Si le lieu rappelle trop la relation, exactement. Par exemple, ça peut peut-être être bon de partir sur des nouvelles bases. Si vous habitez au-dessus du restaurant où vous êtes connu, j'en sais rien, quelque chose du genre. À chaque jour, vous voyez le restaurant, ça devient... Ou si votre voisin ressemble à votre ex ou ce genre de choses, pourquoi pas. C'est ça. Donc, c'est sûr que tout ça doit être réfléchi. Et sinon, je vous invite à consulter l'ordre des psychologues, bien entendu, si vous sentez que vous n'arriviez pas à refaire surface. Ou alors, j'ai un bon bouquin à conseiller, si tu veux bien, Yvon. Ça s'appelle « La rupture amoureuse, repérer les signes avant-coureurs, surmonter l'épreuve et revivre après son deuil ». Et ce sera mis sur le site. Oui, voilà. Et tu trouves, peut-être, c'est facile à dire comme ça, mais est-ce que les gens sont peut-être, est-ce qu'ils sont trop, comment je pourrais dire, est-ce qu'ils sont pas assez autonomes dans la vie, tu sais, parce que on se dit, tu sais, autant pour un emploi que quelqu'un perd ou une relation qui s'arrête, une relation amoureuse, choses comme ça. Souvent, les gens, c'est un drame dans leur vie, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas assez développé dans leur vie leur propre personnalité. Alors, qu'en dis-tu? Vraiment, je laisserai la réponse à un psychologue, mais c'est sûr que ça va dépendre de ce qu'on a pu vivre dans le passé et dans son enfance, etc. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a comme ressources en soi pour faire face à une rupture douloureuse? Chacun va réagir différemment. Donc, ça va vraiment dépendre de notre vécu et des outils qu'on a à disposition, de l'entourage qui est important. Et peut-être la personnalité. Si vous êtes seul, c'est difficile. La personnalité, évidemment. Il y a des gens qui vont dire, on est plus, de base, on est plus autonome, on est plus des gens, donc on est moins... même si on vit une relation, on est moins attaché. Donc, à quelque part, c'est pas qu'on n'aime pas la personne, mais des fois, dans un couple, les deux personnes sont très autonomes, mais ils s'aiment pareil. Donc, c'est peut-être une question de personnalité. Là. Ça peut aussi, je pense, oui, en effet, oui. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous rajouter? Il reste peut-être 1 minute encore, Catherine, si tu veux rajouter quelques informations. Bien sûr, comme tu disais, on va donner la référence du bouquin et tout ça. Donc, la meilleure chose, est-ce qu'il y a des choses à chercher? Quels seraient les meilleurs mots-clés? Parce qu'il y a sûrement toutes sortes de choses qui se disent sur Internet. Je pense que le mieux, c'est de respecter le temps dont chacun a besoin. Oui. Si vous sentez que vous êtes en négation... plus longtemps que la majorité des gens ou des amis à qui vous parlez, bon, c'est comme ça. C'est normal d'en voir un peu, mais si ça s'éternise... Mais si vous êtes toujours là à attendre 6 mois après que la sonnette, oui, il va revenir, il s'est trompé, ou elle va revenir, elle s'est trompée, elle va me reprendre. À ce moment-là, c'est sûr qu'il faut se poser des questions, il faut se demander si on n'a pas besoin d'un petit peu d'aide pour faire le deuil de la relation. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est qu'à la période où on reconnaît justement qu'on perd un certain mode de vie, etc. Des fois, on a besoin de réconfort. Aller vers l'entourage, les amis, etc. Parce que des fois, on est tenté de retourner vers le conjoint ou la conjointe. À ce moment-là, c'est pas toujours une bonne idée parce que ça rend la séparation plus difficile. Ouais. Donc, à ce moment-là, aller chercher peut-être de l'aide ailleurs que chez l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe. Et sans décourager les gens, c'est assez rare habituellement que la personne va s'être trompée puis que la relation, je n'ai pas les statistiques, mais j'ai bien l'impression que dans la majorité des cas, la rupture a lieu puis il faut faire avec. Donc, c'est facile à dire, des fois, c'est pas toujours facile à faire. Oui, mais qu'elle ait été justifiée ou non, à partir du moment où la personne le décide, le mieux c'est de l'accepter pour passer une autre étape. C'est ça, exactement. Puis essayer d'y aller positivement. Merci beaucoup. Merci, c'est un bon dialogue éventuellement, on pourrait y revenir. C'est un sujet vieux comme le monde. Donc, oui. Rupture amoureuse 101. Merci beaucoup, Catherine Stassin, d'avoir été Yvon. À la prochaine. Vous syntonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. De retour à l'Espresso allongé, le sujet qu'on a débuté plus tôt, Pierre, êtes-vous chat ou chien? Oui. Tu as bien amorcé ça. Oui, alors, dans cette deuxième partie, je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé sur Internet, sur le site, qui s'appelle tout simplement 10raisons.fr/adopter un chat.
Et c'est un top 10, en fait, un peu comme on en faisait longtemps. C'est ça. Et celui-ci s'appelle « 10 raisons de ne pas adopter un chat comme animal de compagnie ». Okay. Tu vas voir que cette personne-là n'aime pas les chats, ça c'est certain. Ouais. Alors, tu vois ici, mais il n'y a pas d'auteur spécifié. C'est comme, en fait, c'est l'équipe là, du site 10 raisons qui a rédigé ceci. Alors, c'est un groupe de personnes qui n'aiment pas les chats, il faut croire. Ils ne voulaient pas se faire pointer du doigt, peut-être, non plus. Peut-être. Alors, la première raison, c'est que le chat se fiche royalement de vous. Les chats, ces sales bêtes, trouveront toujours un moyen de vous importuner. Ces grands flemmards peuvent vous empêcher de dormir la nuit pour une simple boîte de nourriture ou pour une porte qui ne s'ouvre pas, et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Mais en aucun cas, les chats ne vous donneront la patte pour un bonjour, ni ne vous ramèneront le journal du matin. S'il vous arrive malheur, ils font comme si ce n'était rien. Si vous êtes joyeux, ces casse-pieds vous regarderont avec un regard fade. Ouais. C'est vrai que les chats sont un peu comme ça. Oui, très supposément assez indépendants. Oui, c'est ça. Deuxième raison de ne pas adopter un chat, à leurs yeux, nous sommes leurs esclaves. Aux yeux des chats, nous ne sommes pas des humains, mais simplement un autre individu, tout comme ils le sont. Pour preuve, des études effectuées sur des chats ont montré que nous sommes le plus idiots des animaux, car nous n'essayons même pas de leur piquer leur nourriture. Ils sont également très peu actifs. Ils dorment parfois jusqu'à 20 heures dans une même journée et sont capables de le faire tous les jours. Ouais. Là, on parle du chat. Là. Les grands paresseux, finalement. Troisième raison de ne pas adopter un chat, la peste. C'est pas notre opinion, d'ailleurs. Non. Rappeler, pas nécessairement. Donc, troisième raison, la peste. À cause des chats, point d'interrogation. Le chat est en partie responsable de la peste. Mais d'après les études, ce ne sont pas les puces qu'on retrouve dans les rats, oui, mais qui chasse et mange les rats? Les chats, bien sûr. Alors cela revient au même. Les chats sont responsables de la peste. Au 14e siècle, la moitié de la population européenne a dû mourir dans des conditions épouvantables seulement parce que ces fainéants n'ont pas rempli leur part du contrat. Quatrième raison, attention, le chat peut nous mener en prison. Tiens-toi bien. Ouais. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Mais alors faites attention quand vous lui donnez une leçon. Surtout, ne vous filmez pas en train de le corriger. Lui, il a le droit de vous griffer, mais ce n'est pas notre cas à nous. Ne vous faites pas prendre en train de lever la main sur lui. Mais tu vois, moi, j'aime pas tellement les chats, mais ça ne me viendra pas à l'idée de le frapper ou de lui donner un coup de pied. Autant pour un chien qu'un chat. Non, mais c'est vrai que le chat peut être plus... Il peut te griffer ou te mordre sans raison. Ça arrive des fois. Cinquième raison de ne pas adopter un chat, l'hygiène. Beaucoup d'animaux n'ont aucune hygiène, mais pas le chat. Il ne se passe pas une journée sans que le chat ne se douche pas et il en est fier. Sauf qu'au lieu d'utiliser de l'eau et du savon, ces chasseurs de rats utilisent leur propre salive. Qui appellerait ça une douche? De plus, lui faire prendre un vrai bain est quasiment impossible. C'est déjà difficile pour un chien. C'est écrit « Bon courage à ceux qui veulent essayer ». Sixième raison de ne pas adopter un chat, la moustache. Oui, le chat porte une moustache, mais qu'y a-t-il de mal à avoir une moustache? Peut-être que ça nous rappelle Hussein, Hitler ou encore Staline. À vous d'en juger. Remarque que les chiens aussi ont des moustaches. Apparemment, c'est pour les distances que ça sert, là, pour savoir s'ils passent à un endroit. Si les moustaches passent, le corps passe. C'est comme un radar. Un radar. Septième raison, un sens de la cruauté. Normalement, quand on chasse ou quand on attrape une proie, c'est directement pour la tuer et la manger. Mais le chat, lui, s'amuse à jouer avec la vie de ses victimes, comme si voir ces animaux à l'agonie leur faisait du bien. Permettez-moi de le dire, mais personnellement, qui supporterait une telle torture? Il y a un peu de vrai là-dedans. Ouais. On dirait que les chats s'amusent à tuer les souris. Ouais. Huitième point, le respect. Le chat n'en a pas. Le chat fait comme bon lui semble et ne respecte rien. Un lit est un lit, nous sommes d'accord sur ce point, et une chaise est une chaise. Mais pour le chat, il fait ce qu'il veut comme bon lui semble, n'importe où et n'importe quand. Comme il dort sur votre lecteur DVD, s'assoit sur votre oreiller, griffe votre fauteuil, etc. Et où est le respect là-dedans? Neuvième point. Un très gros défaut, les chats sont bipolaires.
D'un coup, ils sont doux, gentils et câlins. Quelques minutes après, ils deviennent sournois. Ils pourraient même vous griffer les mollets ou les bras. Ils ont un trouble de la personnalité dont il faut se méfier. Mais j'aurais jamais pensé qu'ils sont bipolaires, par exemple. Non. Et finalement, 10e et dernière raison de ne pas adopter un chat. Entre nous, le chien, c'est mieux. Pour nous, un chien, c'est quand même beaucoup mieux. En plus de leur fidélité, ces canidés ont le sens du respect et savent vous rendre l'appareil. Alors, avant d'adopter un animal de compagnie, n'oubliez pas de peser le pour et le contre pour ne pas regretter votre décision ultérieurement. Mieux vaut ne pas adopter un chat et choisir le meilleur ami de l'homme. Ouais. Alors, comme je te disais, ces gens-là sont nettement favorables aux chiens. Il y a peut-être des gens qui sont des cat lovers qui vont être qui vont faire exactement le même exercice là, de pourquoi ne pas adopter un chien. Ben, c'est ça, il y a une chose que je pourrais faire, ça serait de trouver un article qui dit exactement le contraire. Tu sais, un top 10 dans le sens inverse. Parce qu'il y a des mauvais côtés aux chiens aussi, c'est sûr. Là. Ben, ça jappe tandis que le chat jappe pas. Oui, c'est ça, par exemple. Merci beaucoup, Pierre. C'est un beau sujet. Donc, êtes-vous chat ou chien à Folie Douce? Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour tes blocs espresso. Tu nous as demandé, êtes-vous chat ou chien? Oui, ben moi, comme je t'ai dit, je vais rester chien. Plus amateur de chiens, ouais. On n'est pas chien comme on n'est pas des personnes chiennes, mais on aime plus les chiens, ouais, effectivement. Notre invité en début d'émission, Patrice Maccabé, nous a mieux fait connaître la ressource Alpabem. Merci beaucoup, M. Maccabé, d'avoir été des nôtres. On avait aussi notre collaboratrice Catherine Stassin qui nous a proposé son sujet, les ruptures amoureuses. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. Merci pour la mise en onde, Pierre. Bienvenue, mon cher. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine de Folie Douce. Au revoir.